Ma mère, la reine du luxe parisien, m'a publiquement humiliée et déshéritée pour m'être forcée à un mariage arrangé. Elle ne savait pas que le médaillon de ma grand-mère contenait le secret qui allait détruire sa vie et tout son empire. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mon nom est Éléonore Dubois, mais personne ne m'appelle comme ça. Ici, dans le chaos organisé de mon atelier de Belleville, je ne suis qu'Eléa. Un nom simple, qui sent la terre et le métal, loin du parfum capiteux du luxe et du pouvoir qui colle au nom du bois comme une seconde peau, une peau que j'ai tenté d'arracher toute ma vie. Mes mains, perpétuellement tachées d'argile et griffées par le fil de fer, sont le témoignage de ma rébellion silencieuse. Je ne sculpte pas seulement la matière, je sculpte ma propre identité, loin de l'ombre glaciale de ma mère. L'air de l'atelier est un mélange de poussière, de térébenthine et de l'odeur âcre du métal chauffé. C'est mon sanctuaire. Chaque sculpture est un fragment de mon âme, une histoire que je ne pourrai jamais raconter avec des mots. Au centre de la pièce trône ma dernière création, une silhouette humaine faite de bronze et de verre brisé, se libérant d'une cage de métal rouillé. C'est un autoportrait, d'une certaine manière. Ce matin-là, la sonnette stridente de l'interphone a brisé ma concentration. Je soupirai, essuyant mes mains sur mon tablier en cuir. C'était probablement une livraison de matériaux. Mais lorsque j'ouvris la lourde porte métallique, ce n'est pas un livreur en bleu de travail que je vis, mais un homme en costume impeccable, tenant une boîte plate et carrée, d'un blanc immaculé, siglée des 2 D, entrelacés de la maison du bois. Mon estomac se noua. Pour mademoiselle Éléonore Dubois, dit-il d'un ton neutre, comme s'il me livrait un colis piégé. Je pris la boîte sans un mot et la posai sur ma table de travail, à côté d'un marteau et d'une série de ciseaux. Elle semblait déplacée, une anomalie stérile dans mon univers organique. Pendant un long moment, je la fixai, comme si elle pouvait s'ouvrir d'elle-même et déverser son venin. Finalement, je soulevai le couvercle. À l'intérieur, sur un lit de velours noir, reposait une seule carte. Le papier était épais, presque rigide, avec des bords dorés. L'invitation pour le 60e anniversaire de ma mère, Béatrice Dubois. Le lieu, le musée Rodin, privatisé pour l'occasion. Le thème, Renaissance. Une ironie si cruelle qu'elle en devenait presque comique. La renaissance de qui? De son empire, probablement. Certainement pas la mienne. Je retournai la carte, le cœur battant à contretemps. Je savais ce que j'allais y trouver. Son écriture. Nette, anguleuse, comme des éclats de verre. Chaque lettre était une affirmation de son pouvoir. Ta présence n'est pas une option. Ton avenir se joue ce soir. Ne me déçois pas une fois de plus. Pas de « ma chérie », pas de formule de politesse. Juste un ordre. Un ultimatum. Je sentis un frisson parcourir mes bras nus malgré la chaleur de l'atelier. Ces galas n'étaient jamais de simples fêtes. C'étaient des champs de bataille feutrés, des conseils d'administration déguisés en soirées mondaines où les alliances se nouaient et les trahisons se murmuraient entre 2 coupes de champagne. Et cette fois, j'étais manifestement la pièce maîtresse de sa stratégie. L'agneau du sacrifice. Je laissai tomber la carte sur la table. Elle atterrit avec un bruit sec. Mon avenir. Elle avait toujours prétendu savoir ce qui était bon pour moi, une école de commerce prestigieuse, un poste de direction à la Maison du Bois, un mariage avec un héritier d'un nom aussi puissant que le nôtre. J'avais tout refusé, choisissant la liberté précaire de l'art plutôt que la prison dorée qu'elle me proposait. Elle ne me l'avait jamais pardonné. Je saisis une masse d'argile et la jetai violemment sur mon tour. Mes mains commencèrent à travailler la matière, la pétrissant, la façonnant avec une fureur contenue. Mais même le contact familier de la terre ne parvenait pas à apaiser la tempête qui venait de se lever en moi. Cette invitation n'était pas une branche d'olivier. C'était une déclaration de guerre. Et je savais, au plus profond de moi, que si je m'y rendais, je n'en sortirais pas indemne. 2 jours passèrent. 2 jours durant lesquels l'invitation est restée sur ma table, tel un memento mori de l'empire familial. Je l'ignorais,
me plongeant dans mon travail avec une frénésie désespérée, le bruit du marteau sur le métal couvrant à peine le tumulte de mes pensées. Chaque soir, je repoussais l'échéance, me disant que je n'irais pas. Que pouvais-je faire, après tout? Refuser était une provocation. Accepter était une capitulation. Le 3e jour, un colis arriva. Pas de coursier en costume cette fois, juste le facteur habituel. L'expéditeur était un cabinet d'avocats, celui de maître Valérie Bernard, la notaire de la famille Dubois depuis 3 générations. Une femme qui semblait taillée dans le marbre, dont la loyauté envers ma mère était légendaire. Intrigué, je déballai le paquet. Il contenait un dossier juridique épais et ennuyeux concernant de vagues questions de droit d'auteur sur les anciens designs de la maison Dubois. Absurde. Pourquoi m'envoyer ça à moi? Je faillis le jeter, mais quelque chose me retint. Je le feuilletai distraitement, jusqu'à ce qu'une simple feuille de papier, glissée entre 2 pages, attire mon attention. Ce n'était pas un document officiel. C'était une note, tapée à la machine, sans signature. Quelques lignes seulement. La chouette ne voit pas la nuit sans la clé. Souviens-toi de ton premier envol. Mon souffle se coupa. La chouette. C'était le nom d'une petite sculpture en bronze que ma grand-mère Adèle m'avait offerte pour mes 16 ans. Ma toute première œuvre exposée, dans une petite galerie qu'elle avait financée en secret. Ton premier envol, avait-elle dit ce jour-là, les yeux brillants de fierté. Maître Bernard, la fidèle soldate de ma mère, venait de m'envoyer un message codé. La situation devait être bien plus grave que je ne l'imaginais. Je me précipitai vers une étagère où s'entassaient de vieux souvenirs. Là, couverte de poussière, se trouvait la petite chouette de bronze. Elle était lourde, dense. Je la secouai. Rien. Je la retournai dans tous les sens, mes doigts explorant chaque recoin. Et puis je le sentis. Une minuscule aspérité sous la base, presque imperceptible. Je pressai dessus. Un léger clic se fit entendre et une petite partie du socle pivota, révélant une cavité secrète. À l'intérieur, niché dans un morceau de feutre rouge, se trouvait un médaillon en argent, lourd et ancien, celui qu'Adèle portait toujours. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce n'était pas un simple bijou. C'était une promesse. Quand le moment viendra, sois courageuse. À l'intérieur, j'ai laissé de quoi tout changer. Ces mots me revinrent avec une clarté assourdissante. Je composai un numéro. Luc? J'ai besoin de toi. Maintenant. Luc était mon meilleur ami, mon frère d'armes. Un génie de l'informatique, un hacker éthique qui avait tourné le dos aux offres mirobolantes des multinationales pour mettre ses talents au service de causes qu'il jugeait justes. Il arriva moins d'1 heure plus tard, son éternel sweat à capuche noire sur le dos et son ordinateur portable en bandoulière. Un SOS d'Eléa Dubois? L'apocalypse est proche, dit-il avec un sourire en entrant. Je lui tendis le médaillon sans un mot. Il le prit, le soupçonna, son expression devenant sérieuse. C'est celui de ta grand-mère. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Luc examina l'objet avec une concentration intense. Il sortit une petite trousse d'outils de son sac et commença à sonder délicatement le fermoir. Ta grand-mère était une femme incroyable, tu sais, dit-il sans lever les yeux. Quand ma mère est tombée malade, mon père avait tout perdu. C'est Adèle qui a payé les frais médicaux et qui m'a financé une bourse pour mes études. Anonymement, bien sûr. Je ne l'ai su qu'après sa mort. Je lui dois tout, Eléa. Et donc, je te dois tout. Je ne savais pas quoi répondre. C'était la première fois qu'il me racontait cette histoire. Ma grand-mère avait tissé une toile de bienveillance secrète dont je découvrais à peine l'étendue. Un petit clic sec se fit entendre. Le médaillon s'ouvrit. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de portrait miniature ou de mèche de cheveux. Il y avait une minuscule clé USB, noire et sans aucune inscription. Luc la délogea avec une pince à épiler. Il la regarda, un sifflement d'admiration passant entre ses lèvres. Mamie Adèle jouait dans la cour des grands. Il brancha la clé sur son ordinateur portable sécurisé. Donne-moi 1 heure. On va voir ce que ta grand-mère cachait dans sa boîte à bijoux. Pendant qu'il travaillait, le silence dans l'atelier était électrique.
Le moment était venu. Adèle m'avait donné une arme. Et ce soir, au gala de ma mère, j'allais apprendre à m'en servir. Le soir du gala, l'air parisien était frais et limpide. Le musée Rodin, avec ses jardins majestueux et ses sculptures emblématiques semblant nous juger du haut de leur éternité de bronze, avait été transformé en une forteresse de l'opulence. Des flots de lumière dorée s'échappaient des hautes fenêtres, et le son feutré d'un quatuor à cordes accueillait les invités. Le « tout Paris » était là, capitaine d'industrie, politicien au sourire carnassier, artiste consacré et vieille famille aristocratique. Un écosystème prédateur déguisé en cocktail mondain. J'avais délibérément ignoré la robe de haute couture, un nuage de soie griffée du bois, que ma mère m'avait fait livrer. À la place, je portais une de mes propres créations, une robe noire, simple, presque austère, taillée dans un lin brut. Sa seule fantaisie était une broche en argent que j'avais sculptée, représentant un oiseau aux ailes brisées. C'était ma déclaration, mon armure silencieuse. À peine avais-je franchi le seuil que je la vis. Ma mère. Telle une reine sur son échiquier, elle se tenait au centre de la salle principale, vêtue d'une robe rouge sang qui semblait absorber toute la lumière. Elle glissait d'un groupe à l'autre, un mot pour celui-ci, un sourire glacial pour celui-là. Quand ses yeux se posèrent sur moi, je sentis la température de la pièce chuter de plusieurs degrés. Elle s'approcha, son sillage de parfum hors de prix fendant la foule. Cette tenue est une insulte, Éléonore, siffla-t-elle, son sourire ne quittant jamais ses lèvres. Tu cherches encore à me provoquer. Bonsoir, mère. Tu es resplendissante, répondis-je sur un ton neutre qui, je le savais, l'exaspérait plus que tout. Sans me laisser le temps de continuer, elle me prit le bras dans une poigne de fer ganté de velours et m'entraîna vers un petit groupe. Eléa, je vous présente Madame de Courcy, et son fils, Sébastien. Je reconnus immédiatement le nom. L'Empire de Courcy était l'un des principaux concurrents de la Maison du Bois. La femme était une version plus âgée de ma mère, le même regard prédateur. Le fils, Sébastien, était un homme d'une trentaine d'années, au charme lisse et arrogant. Ma fille, Éléonore, continua Béatrice avec un sourire radieux. Et son fiancé. Le mot tomba comme un coup près. Le choc fut si violent que je manquai de reculer. Fiancé. Elle avait orchestré une fusion des deux empires à travers un mariage arrangé, et elle me l'annonçait devant eux, me piégeant publiquement. C'était ça, mon avenir. J'étais devenue une clause dans un contrat. Je sentis le regard de Sébastien me détailler, un mélange de curiosité et de possession. Je lui servis un sourire glacial et me dégageai de l'emprise de ma mère. Enchantée. Mère, tu oublies, je ne me fiance pas sur commande. Je la laissai là, plantée au milieu de son propre coup d'état, et me dirigeai vers le bar. Mon cœur battait la chamade. J'avais besoin d'un verre. J'avais besoin d'un plan. C'est alors que je vis une autre silhouette familière. Mathieu. Mon ex-fiancé. Le vrai, celui que j'avais aimé. Avocat d'affaires brillant et ambitieux, il m'avait quitté brutalement 2 ans plus tôt, juste après un mystérieux dîner avec ma mère. Ce soir, il était là, en grande conversation avec le père de Sébastien de Courcy. Il était devenu leur avocat. La boucle était bouclée. Nos regards se croisèrent. Il s'excusa auprès de son groupe et s'approcha de moi. Eléa. Tu es surprenante. Je prends ça pour un compliment, Mathieu. Tu joues dans la cour des grands maintenant, à ce que je vois. On fait ce qu'il faut pour survivre, dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ta mère a de grands projets pour toi. Une idée germa dans mon esprit. Un test. Un piège. Je me penchai vers lui, adoptant un air de conspiratrice. Elle ne sait pas tout. Elle ignore l'existence du coffre de grand-mère Adèle en Suisse. Le vrai testament y est caché. Je vis une lueur passer dans ses yeux. Un mélange d'avidité et de surprise. Il s'était mordu à l'hameçon. Fais attention à toi, Eléa, dit-il avant de s'éloigner. Je le regardais retourner vers le clan de Courcy. Mon cœur était lourd. Une partie de moi avait espéré. Mais maintenant, j'avais ma confirmation. Il n'était plus qu'un pion de plus sur l'échiquier de ma mère. Juste à ce moment, un homme d'une 50aine d'années, au visage suffisant,
s'approcha de moi. C'était Pierre Monet, un critique d'art influ, connu pour faire et défaire les carrières au gré de ses humeurs et des chèques qu'il recevait. « Ah, la petite Dubois », lança-t-il assez fort pour que les gens autour entendent. « J'ai vu votre dernière exposition. Des sculptures, disons, très artisanales. Un peu brutes, un peu naïf. Vous avez le nom, ma chère, mais le talent, lui, ne s'hérite pas. » L'humiliation était publique, calculée. Un autre soldat envoyé par ma mère pour me rappeler ma place. Je le regardais droit dans les yeux, un sourire calme sur mes lèvres. Monsieur Monet, je préférerais toujours l'honnêteté brute de l'artisanat à la prostitution polie de la critique. Bonne soirée. Je lui tournai le dos, laissant le silence gêné s'installer autour de lui. La colère qui bouillonnait en moi était devenue froide, tranchante comme une lame. Ce soir, je n'étais plus la victime. J'étais le juge. Et le procès allait bientôt commencer. Je m'éloignai de la foule, trouvant refuge dans une alcôve près d'une sculpture de Rodin, le penseur. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Mon téléphone vibra dans ma main. Un message crypté de Luc. J'ai tout. C'est pire que ce qu'on imaginait. Une série de fichiers commença à se télécharger, protégés par plusieurs couches de mots de passe. Mon cœur martelait ma poitrine tandis que je les ouvrais. C'était un abîme de corruption. Le testament d'Adèle, le vrai, celui où elle me léguait la majorité de ses parts personnelles dans la société et la direction de sa fondation philanthropique. À côté, le faux, celui enregistré par Maître Bernard sur ordre de ma mère, qui la désignait comme unique héritière. Les signatures étaient presque identiques, mais l'expertise informatique de Luc révélait la falsification numérique avec une précision chirurgicale. Mais il y avait pire. Des ordres de virement, des millions d'euros détournés de la fondation vers des sociétés écrans au Panama, au Luxembourg, aux îles Caïmans. Et puis, il y avait un nom. Un nom qui revenait en boucle dans des mémos, des emails cryptés. Le cercle. Une liste de membres à faire frémir, des politiciens, des juges, des industriels. Toute l'élite prédatrice du pays. Ma mère n'était pas seulement une femme d'affaires impitoyable. Elle était au cœur d'une conspiration. Je relevai la tête, le souffle court. Mes yeux balayèrent la salle, et je vis ces visages, ces mêmes noms de la liste, riant, buvant, célébrant leur propre puissance, inconscients de la bombe à retardement que je tenais dans ma main. Mon regard s'arrêta sur ma mère. Elle était en conversation avec le ministre de l'Industrie. Soudain, elle s'excusa et se dirigea vers moi, le visage fermé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coffre en Suisse ?» demanda-t-elle à voix basse, son ton sifflant de fureur contenue. Le piège s'était refermé. Mathieu avait rapporté l'information, comme prévu. Il était bien sa marionnette. Une douleur sourde me traversa le cœur, la dernière braise d'un amour passé s'éteignant dans la cendre de la trahison. Mais cette douleur se mua instantanément en une force nouvelle. Une résolution d'acier. Je la regardai droit dans les yeux. La Suisse ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu devrais peut-être faire plus attention à tes sources. Elles ne sont pas fiables. Son visage se crispa. Elle comprit. Elle comprit que je savais pour Mathieu, et que si je savais cela, je savais peut-être autre chose. Pour la première fois de ma vie, je vis une lueur d'incertitude dans son regard de prédateur. Le discours commence dans 10 minutes, dit-elle froidement avant de me tourner le dos. C'était le signal. Je me réfugiai dans les toilettes des invités, un sanctuaire de marbre et de silence. J'appelai Luc en visioconférence sécurisée. Son visage apparut sur mon écran, tendu et concentré. « C'est l'heure du spectacle ?» demanda-t-il. « C'est l'heure. » J'ai localisé Sophie. Elle est à l'extérieur, dans un van de presse. Elle a le doigt sur le bouton. Dès que tu donnes le signal, elle publie son article d'investigation avec toutes les preuves. Ça touchera toutes les rédactions de Paris en moins de 30 secondes. C'est toi qui décides, Eléa. Une fois que c'est parti, il n'y a pas de retour en arrière. Je pris une profonde inspiration. Je pensais à ma grand-mère, à sa confiance. Je pensais à mon père, mort dans un accident de voiture si commode pour tant de gens. Je pensais à toutes les années d'humiliation, de manipulation.
Lance la procédure, dis-je, ma voix ferme. Sophie publie à mon signal. Le signal sera le mot « héritage ». Quand je le prononcerai sur scène. Reçu. Sois prudente, Eléa. L'appel se coupa. Je me regardais dans le miroir. Mon visage était pâle, mais mes yeux brillaient d'une détermination nouvelle. La petite sculptrice de Belleville était morte ce soir. Une autre femme était née, forgée dans le feu de la trahison. Je sortis des toilettes et me dirigeai vers la scène où ma mère s'apprêtait à parler. Le premier coup allait être porté. Et il serait dévastateur. Les lumières de la grande salle se tamisèrent, ne laissant qu'un unique projecteur braqué sur la petite estrade installée devant « La porte de l'enfer » de Rodin. Le symbole était parfait. Ma mère monta les quelques marches, rayonnante, maîtresse absolue de son univers. Un silence respectueux s'installa, seulement troublé par le cliquetis des verres. « Mes chers amis, ma chère famille », commença-t-elle, sa voix chaude et assurée résonnant dans les haut-parleurs dissimulés. Merci d'être ici ce soir pour célébrer non seulement mon anniversaire, mais aussi la pérennité et la force de ce que nous avons bâti ensemble. La Maison du Bois n'est pas qu'une entreprise, c'est un héritage. Elle marqua une pause, son regard balayant l'audience. Je sentis mon cœur s'accélérer. Le mot n'était pas encore le bon. Ce n'était pas mon signal. Un héritage de beauté, d'excellence et de pouvoir. Un héritage que nous devons protéger et faire fructifier. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de vous annoncer ce soir une nouvelle ère pour notre maison. Une union qui renforcera notre position pour les décennies à venir. Elle se tourna vers la famille de Courcy, qui se tenait au premier rang, l'air suffisant. L'union de la Maison du Bois et de l'Empire de Courcy, scellée par les fiançailles de mon unique fille, Éléonore, avec Sébastien de Courcy. Des applaudissements polis éclatèrent. Des sourires s'échangèrent. L'affaire était conclue. Je n'étais plus qu'une marchandise dont la livraison venait d'être confirmée. Ma mère leva sa coupe de champagne. Je lève mon verre à ma fille, Eléa, qui, j'en suis sûre, comprendra enfin où se trouvent ses responsabilités et prendra la place qui lui revient dans notre magnifique héritage. C'était le mot. Le signal. Je sortis de l'ombre, m'avançant lentement vers la scène. Un murmure parcourut la foule. Ma mère me foudroya du regard, mais son sourire public resta en place. Des responsabilités, mère, dis-je, ma voix claire et posée, mais suffisamment forte pour être entendue. Comme celle que vous avez prise en falsifiant le testament de grand-mère Adèle ? Un silence de mort tomba sur la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. Le sourire de ma mère se figea. À cet instant précis, une vague de vibrations et de sonneries parcourut l'assemblée. Chaque invité, chaque journaliste, chaque membre du cercle venait de recevoir une notification. L'article de Sophie. Le titre s'affichait en lettres capitales sur des centaines d'écrans, l'Empire du Bois, testament falsifié, détournement des fonds et corruption au sommet. Les visages passèrent de l'incompréhension au choc, puis à l'horreur pour certains, à la panique pour d'autres. Les murmures se transformèrent en exclamations. Je montai les marches de l'estrade, un dossier à la main. C'était une copie des preuves que Luc avait extraites. Je le jetai sur le pupitre devant ma mère. Vous avez volé mon héritage, dis-je, ma voix s'élevant pour couvrir le brouhaha grandissant. Vous avez volé les millions de sa fondation caritative. Tout ça pour financer votre organisation secrète, votre cercle corrompu. Béatrice, livide, le visage décomposé par la rage, se pencha vers le micro. Tu es folle, hurla-t-elle, sa voix soudain stridente, perdant tout son vernis de contrôle. Tu n'es plus rien. Tu es déshéritée, tu m'entends ? D-E-S-H-R-I-T-E. Son cri résonna dans le silence stupéfait. C'était une erreur. Une faute tactique impardonnable. En perdant son calme, elle venait de donner du crédit à mes accusations. C'est alors qu'une silhouette se détacha de la foule. Maître Valérie Bernard, la notaire, s'avança vers la scène, le visage grave. Elle prit un autre micro. En tant qu'exécutrice testamentaire adjointe et dépositaire d'une lettre posthume de ma cliente, Madame Adèle Dubois, déclara-t-elle d'une voix forte et solennelle,
je suis au regret de devoir confirmer l'authenticité des documents qui viennent d'être rendus publics. Madame Adèle Dubois m'avait laissé des instructions précises en cas de doute sur les circonstances de sa mort ou sur la gestion de sa succession. Ce fut le coup de grâce. Le chaos éclata. Les deux coursiers s'éclipsèrent discrètement. Les politiciens se ruaient vers les sorties, leurs téléphones collés à l'oreille. Les flashs des photographes crépitaient. L'empire de ma mère, si puissant, si solide, s'effondrait en direct, sous les ors de la République et le regard de bronze des chefs d'œuvre de Rodin. Ma mère me regardait, non plus avec colère, mais avec une haine pure, primale. La reine était tombée. Et c'est sa propre fille qui l'avait poussée du trône. Au milieu de la panique générale, alors que les gardes du corps tentaient de contenir le flot de journalistes qui forçaient l'entrée, une main agrippa mon bras. C'était Luc. Par ici. Vite. Il me guida à travers un dédale de couloirs de service, loin du chaos de la salle de bal. L'air sentait la cire et la poussière, un contraste saisissant avec les parfums de luxe de la soirée. Nous débouchâmes sur une petite porte dérobée donnant sur une rue tranquille derrière le musée. Une berline noire, moteur tournant, nous attendait. La portière s'ouvrit. Mathieu était au volant. Montez, dit-il, le visage tendu. J'hésitais. Après sa trahison, monter dans sa voiture était la dernière chose que je voulais faire. Pourquoi? Parce que dans 5 minutes, la police sera là, mais les hommes du cercle arriveront avant. Et ils ne viennent pas pour discuter. Montez. Luc me poussa à l'intérieur et s'installa à côté de moi. La voiture démarra en trombe. Où nous emmènes-tu, Mathieu? Demandai-je, ma voix glaciale. Il jeta un regard dans le rétroviseur. Quelque part où on pourra parler. Écoute, Eléa, je sais ce que tu penses. Mais ce n'est pas si simple. Ah non, répliquai-je, sarcastique. Tu m'as vendu à ma mère. Ça me paraît assez simple, comme situation. Elle ne m'a pas payé, dit-il, sa voix soudain lasse, brisée. Elle m'a menacé. Elle a menacé ma famille. Et elle m'a dit la vérité sur ton père. Mon sang se glaça. Quelle vérité? Sa mort. Ce n'était pas un accident de voiture sur une route de campagne. C'était un assassinat. Organisé par le cercle. Ton père, Jean-Pierre, avait découvert l'étendue de leur réseau. Ils s'apprêtaient à tout révéler. Ils l'ont fait taire. Béatrice m'a montré les preuves. Elle m'a dit, soit tu sors de la vie de ma fille et tu travailles pour moi, soit ce qui est arrivé à Jean-Pierre arrivera à tes parents. Je restai silencieuse, le souffle coupé. La vieille suspicion, la douleur sourde que j'avais portée pendant des années, venait de se cristalliser en une certitude monstrueuse. Mon père avait été assassiné. Et ma mère le savait depuis le début. Pourquoi tu me dis ça maintenant, murmurai-je. Parce que ce que tu as fait ce soir, c'est ce que ton père aurait voulu faire. Et parce que je me suis regardée dans le miroir ce matin et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Il prit une profonde inspiration. Il y a plus. Adèle aussi enquêtait. Elle avait rassemblé des preuves, bien plus que ce qu'il y avait sur la clé USB. Elle les a cachées. Ton père l'aidait. C'est pour ça qu'ils sont morts tous les deux. Je pense savoir où se trouve cette cachette. Au domaine de la Roseraie, en Sologne. Le domaine familial. Le refuge de mon enfance, le seul endroit où j'avais connu une vie de famille presque normale. Mon téléphone sonna. C'était Sophie, la voix haletante. Eléa, ça explose de partout. Mais écoute, j'ai trouvé quelque chose dans les archives personnelles d'Adèle que j'avais consultées pour mon enquête. Les vieux carnets de ton père. Il y a des notes codées, des références à la Sologne. Il faut y aller. Mais faites vite. Ils vont comprendre et ils vont tout verrouiller. On est en route, dis-je. Je regardais Mathieu. Je ne savais toujours pas si je pouvais lui faire confiance. Mais il était ma seule piste. Conduis. Alors que nous quittions Paris, filant sur l'autoroute sombre, je savais que nous nous dirigions vers le cœur du secret. Mais je savais aussi que nous n'étions plus les chasseurs. Nous étions le gibier. Et je réalisais avec une certitude glaciale que Mathieu, en nous menant à la Roseraie,
nous conduisait tout droit dans un piège. Il n'était pas en quête de rédemption. Il nous livrait à ses maîtres. Je sortis discrètement mon téléphone et envoyai un message codé à Luc, assis à côté de moi, feignant de regarder le paysage. Plan B. Le faucon est un pigeon. Luc me jeta un regard imperceptible et hocha la tête. Le faucon était notre nom de code pour Mathieu. Il avait compris. Le jeu venait de changer de niveau. Le trajet vers la Sologne se fit dans un silence lourd, uniquement rompu par le bruit des pneus sur l'asphalte. Chacun de nous était perdu dans ses pensées, jouant et rejouant les scénarios à venir. Mathieu conduisait avec une concentration fébrile, ses doigts crispés sur le volant. Luc, à côté de moi, tapotait sur un ordinateur portable renforcé, cartographiant les réseaux de communication du cercle, cherchant une faille. Moi, je fermais les yeux et je laissais les souvenirs de la roseraie m'envahir. Je revoyais mon père, son rire éclatant tandis qu'il me poussait sur la vieille balançoire accrochée au chêne centenaire. Je sentais l'odeur des roses du jardin d'Adèle et le parfum du bois ciré dans la grande bibliothèque. Ce domaine n'était pas seulement une propriété, c'était le sanctuaire de mon enfance, le dernier vestige d'un bonheur perdu. Et maintenant, il allait devenir le théâtre de la confrontation finale. Nous arrivâmes au milieu de la nuit. Le grand portail en fer forgé était ouvert, ce qui était inhabituel. Un mauvais présage. Mathieu gara la voiture à l'ombre d'une rangée de tilleuls, coupant le moteur. Le silence de la campagne était total, presque menaçant. La cachette de ton père doit être dans son bureau, murmura Mathieu. C'est l'endroit le plus logique. La bibliothèque est pleine de double fonds. Je secouai la tête, mon esprit soudainement clair. Non. C'est ce qu'il voudrait qu'on pense. C'est trop évident. Je sortis de la voiture, suivi par Luc. Je respirai l'air frais de la nuit, essayant de me connecter à ce lieu, à la mémoire de mon père. Et puis, ça me revint. Une charade. Un jeu que mon père et moi faisions quand je suis petite. Il cachait des objets et me donnait des énigmes pour les trouver. La dernière, celle que je n'avais jamais résolue, me revint en mémoire avec une clarté fulgurante. Là où le temps s'arrête et où les esprits se reposent, je garde le secret de ceux qui n'osent. La chapelle, dis-je à voix basse. Ce n'est pas dans le château. C'est dans la chapelle désaffectée, au fond du parc. Mathieu me regarda, surpris. La chapelle ? Elle est en ruine. Personne n'y va jamais. Exactement, répliqua Luc. La cachette parfaite. Je vis une lueur de contrariété passer dans les yeux de Mathieu. Mon intuition était la bonne. Le piège était tendu dans le bureau. En changeant de destination, je venais de déjouer leur plan. Nous nous dirigeâmes à travers le parc, nos pas étouffés par l'herbe humide. La lune filtrait à travers les arbres, projetant des ombres dansantes. La chapelle se dressait au bout d'une allée, une silhouette sombre et mélancolique. La lourde porte en bois grinça sur ses gonds quand nous la poussâmes. L'intérieur sentait la pierre froide et l'encens oublié. La lumière de nos téléphones balayait les bancs recouverts de poussière et les vitraux brisés. Là où le temps s'arrête, murmurai-je. Je m'approchai de l'autel. Derrière, une vieille horloge comtoise, arrêtée depuis des décennies, était adossée au mur. Et où les esprits se reposent. Mon regard se porta sur le sol. Une seule dalle, devant l'autel, portait une inscription presque effacée, la devise de la famille Dubois. Facta, non verba. Des actes, pas des mots. Luc, aide-moi, dis-je. Ensemble, nous glissâmes nos doigts dans les interstices de la dalle. Elle était lourde, mais elle bougea. Dessous, une cavité sombre et un escalier de pierre s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Une crypte. Nous descendîmes. L'air était glacial. La crypte était petite, contenant quelques vieux sarcophages. Au fond, scellé dans le mur, se trouvait un coffre-fort moderne, qui détonnait complètement avec l'ancienneté du lieu. Il faut un code, dit Luc. Je m'approchai. Il n'y avait pas de serrure, juste un clavier numérique. Je fermai les yeux, pensant à mon père. Quel code aurait-il choisi ? Quelque chose de personnel, quelque chose que seul moi pouvais savoir. Et puis, l'évidence me frappa.
Ma date de naissance. Je tapai les 6 chiffres. Un déclic métallique retentit. La lourde porte du coffre s'entr'ouvrit. Mon cœur battait à tout rompre. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvaient plusieurs objets, un grand livre de comptes relié en cuir noir, une pile de cassettes audio, et une enveloppe jaunie sur laquelle était inscrit mon nom, de l'écriture de mon père. Je saisis l'enveloppe, mes mains tremblantes. C'était le moment de vérité. Le testament de mon père. Au même instant, nous entendîmes des bruits de pas au-dessus de nous. Des voix d'hommes. Ils étaient là. Le piège s'était peut-être déplacé, mais il était sur le point de se refermer sur nous. Ils sont là, chuchota Luc, éteignant la lumière de son téléphone. Ils ont dû voir la porte de la chapelle ouverte. Mathieu, qui était resté en retrait, devint livide. Son plan avait échoué, et maintenant, il était piégé avec nous. La panique se lisait sur son visage. « Prenez tout. Il faut sortir d'ici, lança-t-il, sa voix tremblante. Luc enfourna le grand livre de comptes et les cassettes dans son sac à dos tandis que je serrais la lettre de mon père contre ma poitrine. Nous remontâmes l'escalier 4 à 4, le cœur au bord des lèvres. En haut, la lumière de plusieurs lampes torchées balayait l'intérieur de la chapelle. Nous nous aplatîmes derrière l'autel. Je risquai un coup d'œil. Je reconnus immédiatement la silhouette massive de Pascal Lemaire, le directeur financier de ma mère, son bras droit impitoyable. Il était accompagné de 3 autres hommes, des brutes en costume sombre qui n'avaient rien de garde du corps conventionnel. « Ils ne sont pas dans le château, » dit le maire, sa voix résonnant dans la nef silencieuse. « Fouillez cet endroit. » Le vieux disait toujours que cette chapelle était pleine de secrets. Le vieux. Mon grand-père. Nous étions coincés. La seule issue était la porte principale, et il se trouvait juste devant. C'est alors que Mathieu se tourna vers moi. Son visage n'exprimait plus la peur, mais une sorte de résignation tragique. « Eléa, je suis désolé, » murmura-t-il, et dans ses yeux, je vis une lueur de l'homme que j'avais aimé autrefois. Ils tiennent ma famille. Ma petite sœur, ils m'ont envoyé des photos. Je n'avais pas le choix. Mathieu. Commençai-je, mais il me fit signe de me taire. Il y a une petite porte derrière la sacristie. Elle donne sur la forêt. C'est votre seule chance. Gagnez du temps pour moi. Avant que je puisse réagir, il se leva et sortit de derrière l'autel, les mains en l'air. Le maire. C'est moi. Les lampes torchées convergèrent sur lui. Mathieu. Espèce de petit traître. Où sont-ils, gronda le maire. Ils ne sont pas là. Je les ai semés, mentit Mathieu. Mais j'ai ce que vous vouliez. Il tapota sa mallette d'avocat. Des copies de tous les documents. L'original est en lieu sûr. Maintenant, on parle business. Ma liberté et la sécurité de ma famille contre mon silence. C'était un bluff insensé, mais il le jouait avec le talent d'un grand acteur. Le maire eut un rire mauvais. Tu n'es pas en position de négocier, mon garçon. Pendant qu'il parlementait, je compris ce que Mathieu essayait de faire. Il nous offrait une fenêtre de tir. Une diversion. Viens, me chuchota Luc, me tirant par le bras. Nous nous glissâmes en silence vers la sacristie, une petite pièce sombre sur le côté de l'autel. La porte en bois était vieille et vermoulue. Luc s'acharna sur la serrure rouillée. Chaque seconde semblait durer une éternité. Derrière nous, le ton montait. « Donne-moi cette mallette », ordonna le maire. « Pas si vite », répliqua Mathieu. « D'abord, un appel à ma sœur. Je veux être sûr qu'elle va bien. » La serrure céda enfin avec un grincement horrible. Nous nous figâmes. Mais les hommes étaient trop concentrés sur Mathieu pour nous entendre. Nous ouvrîmes la porte avec une lenteur infinie. L'air frais de la nuit nous frappa le visage. La forêt était là, à quelques mètres. Notre salut. Je jetai un dernier regard en arrière. Je vis le maire faire un signe de tête à l'un de ses hommes. « Tu as fait une grave erreur, Mathieu », dit le maire. Mathieu me vit dans l'embrasure de la porte. Il me fit un dernier sourire, un sourire triste et plein de regrets. Puis, il se jeta sur le maire, renversant sa mallette qui s'ouvrit,
déversant des centaines de pages de documents juridiques sans importance sur le sol de la chapelle. « Fuyez !» cria-t-il. Un coup de feu claqua, sec et brutal. Le cri de Mathieu fut étouffé dans sa gorge. Il s'effondra sur les dalles de pierre. La rage et le chagrin me submergèrent, mais l'instinct de survie fut plus fort. Luc me tira dans la forêt. Nous courions, sans nous retourner, les branches nous griffant le visage, le bruit des hommes jurant et se lançant à notre poursuite derrière nous. Mathieu était mort. Il s'était sacrifié. Il n'était pas seulement un traître. Il était une autre victime du cercle, un pion brisé par un système qui ne laissait aucune place à la rédemption, sauf dans la mort. Et sa mort venait de transformer ma quête de justice en une promesse de vengeance. Nous avons couru pendant ce qui a semblé être une éternité, l'adrénaline et la peur nous propulsant à travers l'obscurité de la forêt solognote. Luc, avec un sens de l'orientation quasi surnaturel, nous a guidés vers une petite route de campagne où Sophie nous attendait, alertée par notre plan B. Le trajet de retour vers Paris fut un cauchemar silencieux. Le sacrifice de Mathieu pesait lourdement sur nous. Dans mon esprit, sa mort n'était pas vaine, elle était le carburant qui alimentait ma détermination. Il n'y avait qu'un seul endroit où nous pouvions aller. Un seul endroit qui était mon territoire, ma forteresse. Mon atelier à Belleville. Nous arrivâmes aux premières lueurs de l'aube. L'atelier, avec son désordre familier, me parut être le seul havre de paix dans un monde devenu fou. Pendant que Luc transférait le contenu des cassettes d'audio et scannait le grand livre de comptes sur des serveurs sécurisés, je m'assis enfin pour lire la lettre de mon père. Son écriture, que je connaissais si bien, semblait venir d'un autre monde. Il me parlait de son amour pour moi, de ses regrets de ne pas m'avoir vu grandir. Et puis, il expliquait. Il décrivait le cercle, non pas comme une simple organisation mafieuse, mais comme une hydre à plusieurs têtes, un État dans l'État, avec des racines profondes dans la politique, la finance et la justice. Il expliquait comment ma mère, Béatrice, avait pris la tête de l'organisation après la mort de mon grand-père, promettant de la moderniser, mais l'avait en réalité rendue plus impitoyable. Mais la révélation la plus choquante concernait son frère, mon oncle Antoine, officiellement mort dans un accident de yacht 10 ans plus tôt. C'était une mise en scène. Antoine était vivant. Il était le bras armé du cercle, l'homme de l'ombre, celui qui exécutait les basses œuvres. Et le livre de comptes détaillait tout, les pots de vin, les chantages, les contrats éliminatoires. Y compris celui de mon père. Je relevai la tête, les larmes brouillant ma vue. Luc me regarda, le visage grave. J'ai écouté les cassettes. C'est la voix d'Antoine. Il parle avec ta mère. Il planifie des opérations. C'est accablant. Soudain, un bruit assourdissant fit trembler tout l'immeuble. La lourde porte métallique de mon atelier fut arrachée de ses gonds et s'écrasa au sol dans un fracas de métal tordu. Ils étaient là. Béatrice entra la première. Elle ne portait plus sa robe de gala, mais un tailleur-pantalon noir, sobre, efficace. Elle n'était plus la reine mondaine, elle était la chef de guerre venue réclamer son dû. Derrière elle, Pascal Lemaire, et un homme que je reconnus immédiatement d'après les vieilles photos de famille. Plus âgé, le visage durci, mais c'était lui. Mon oncle Antoine. « Rends-moi les carnets, Eléa, » dit ma mère, sa voix calme, presque conversationnelle. « C'est fini. Tu as amusé la galerie, mais le jeu est terminé. » Je me levai lentement, la lettre de mon père à la main. Je n'avais plus peur. La peur avait laissé place à une colère froide et pure. Le jeu ne fait que commencer, mère. Je me tournai vers mon oncle. Antoine. Te voilà ressuscité. Dis-moi, ça fait quoi de vivre dans l'ombre de sa sœur pendant toutes ces années? D'être le chien d'attaque qu'on sort uniquement pour mordre? Antoine grimaça, une lueur de haine dans ses yeux. Petite insolente. Oh, mais je sais tout, continuai-je, jouant mon va-tout. Je bluffais, utilisant les bribes d'informations du journal de mon père pour semer la discorde. Je sais pour le compte à Zurich que tu as ouvert dans son dos. Tu pensais qu'elle ne le découvrirait jamais? Tu te préparais à la doubler, n'est-ce pas? Le visage d'Antoine se figea. Il jeta un regard furtif à Béatrice. Je venais de toucher une corde sensible.
J'avais visé juste. De quoi parle-t-elle, Antoine? Demanda Béatrice, son ton devenant soudain glacial. Elle ment. Elle essaie de nous diviser, s'écria Antoine. Vraiment, insistai-je. Alors pourquoi le journal de mon père mentionne-t-il tes rencontres secrètes avec les concurrents de la Maison du Bois? Tu vendais des informations. Tu la trahissais depuis le début. Elle n'était qu'un tremplin pour toi. La paranoïa, le poison de toutes les organisations secrètes, commençait à faire son effet. Une fissure venait d'apparaître dans leur front uni. C'est à ce moment précis que des sirènes se mirent à hurler dans la rue, de plus en plus proches. Des hommes en gilet pare-balles, lourdement armés, firent irruption dans l'atelier, encerclant le groupe de ma mère. À leur tête, un homme plus âgé, au visage buriné et au regard déterminé. L'inspecteur du roi. À ses côtés, se tenait maître Bernard, le visage impassible. Béatrice éclata d'un rire amer, un rire qui n'avait rien de joyeux. Vous ne comprenez donc rien, dit-elle en regardant l'inspecteur. Vous pensez que c'est moi, le monstre? Elle marqua une pause, son regard se posant sur moi. Ce cercle, c'est Adèle qui l'a créé. Ma mère. Après la guerre, pour protéger nos intérêts, pour reconstruire. Mais la créature a échappé à son créateur. Elle est devenue un cancer. Adèle a passé les 10 dernières années de sa vie à essayer de le détruire de l'intérieur. Elle travaillait avec vous, n'est-ce pas, du roi? C'est pour ça qu'ils l'ont tuée. Ils ont maquillé ça en crise cardiaque. Le monde bascula sous mes pieds. Ma grand-mère. Une héroïne tragique, créatrice d'un monstre qu'elle avait tenté d'abattre. Et j'étais son arme posthume. La révélation de ma mère plana dans l'air de l'atelier, plus assourdissante que l'explosion de la porte. Adèle, la créatrice du cercle. Adèle, la première à vouloir le détruire. Tout prenait un sens nouveau, plus complexe, plus tragique. L'inspecteur du roi ne confirma ni n'infirma. Son visage resta de marbre. Béatrice Dubois, Antoine Dubois, Pascal Lemaire, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, meurtre en bande organisée, et corruption. Les hommes de Duroy commencèrent à avancer, menottes en main. Mais Antoine n'était pas homme à se rendre. Avec une rapidité surprenante, il sortit une petite arme de sa cheville et attrapa le bras de ma mère, la plaquant contre lui, utilisant son propre corps comme bouclier. « Personne ne bouge, hurla-t-il. Duroy. Tu laisses un passage pour moi et je te laisse ta précieuse informatrice. » Béatrice le regarda avec un mépris infini. « Imbécile. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Tais-toi, cracha-t-il. La situation était dans une impasse totale. Les policiers avaient leurs armes braquées sur Antoine, mais ne pouvaient pas tirer sans risquer de toucher ma mère. C'est alors que le regard d'Antoine se posa sur moi. Une haine pure, démente, brillait dans ses yeux. Il comprit que j'étais la cause de tout. La source de sa chute. L'héritage d'Adèle. Siffla-t-il, meurs avec toi. Il me mit en joue, son doigt se crispant sur la détente. Le temps sembla se suspendre. Je vis le petit trou noir du canon de l'arme, la fin de tout. Un coup de feu éclata. Mais ce ne fut pas moi qui fus touché. Antoine s'effondra, une expression de surprise totale sur le visage, une tache rouge s'élargissant rapidement sur sa poitrine. Derrière lui, se tenait ma mère. Elle avait profité de l'inattention de son frère pour se saisir de l'arme d'un des gardes du corps abattu lors de l'assaut initial. La fumée s'échappait encore du canon de l'arme qu'elle tenait d'une main ferme. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elle venait de tuer son propre frère. Elle laissa tomber l'arme, qui heurta le sol avec un bruit métallique. Elle regarda le corps d'Antoine sans la moindre trace d'émotion, comme on regarderait une erreur de comptabilité qu'on vient de corriger. Elle se tourna vers moi. Son visage n'était pas celui d'une mère qui vient de sauver sa fille. C'était le visage d'une PDG qui vient de liquider un passif toxique. « Tu étais une erreur dans le bilan », dit-elle froidement, ces mots s'adressant autant au cadavre de son frère qu'à la situation tout entière. Puis, elle tendit les poignets aux policiers qui s'approchaient, abasourdis. Elle se laissa menotter sans la moindre résistance. Son empire était en ruine, son frère était mort de sa main,
sa liberté était perdue, mais elle n'avait jamais paru aussi maîtresse d'elle-même. En passant devant moi, escortée par du roi, elle s'arrêta un instant. Son regard plongea dans le mien. « Fini le travail, Eléa, murmura-t-elle, sa voix si basse que moi seul pus l'entendre. Pour Adèle. Ne laisse pas leur sacrifice être vain. C'était un ordre. Le dernier. Ce n'était pas un acte de repentance. C'était une passation de pouvoir. Dans son esprit tordu, elle ne m'avait pas sauvée par amour maternel. Elle m'avait sauvée parce que j'étais devenu l'actif le plus important de la dynastie Dubois, l'instrument de la vengeance et de la reconstruction. Je la regardais s'éloigner, une silhouette droite et inflexible disparaissant dans le chaos des gyrophares. L'héritage du sang. C'était ça, le véritable héritage des Dubois. Un cycle de création et de destruction, de pouvoir et de sacrifice. Et maintenant, ce fardeau reposait entièrement sur mes épaules. 1 an. Il a fallu 1 an pour que la poussière retombe. 1 an de procès, de révélations, de scandales qui ont secoué la République jusque dans ses fondations. Le cercle, cette tumeur qui rongeait le pays, a été disséqué, exposé à la lumière crue de la justice. Des dizaines de têtes sont tombées, ministres, juges, capitaines d'industrie. La chute de la maison Dubois a entraîné un véritable séisme. Le procès de ma mère fut le plus retentissant. Elle a refusé de se défendre. Elle a écouté les témoignages, les accusations, avec une dignité glaciale, impassible. Quand le verdict est tombé 25 ans de prison ferme pour meurtre, corruption et direction d'une association de malfaiteurs, elle n'a pas scié. En quittant le tribunal, nos regards se sont croisés une dernière fois. Il n'y avait ni remords ni tristesse dans ses yeux. Juste une lueur étrange, un mélange de défi et de fierté tordue. La fierté de voir que sa lignée, à travers moi, avait survécu et triomphé. J'ai refusé de reprendre la maison Dubois. L'empire, souillé par le sang et les mensonges, a été démantelé et vendu. Avec les actifs légitimes de l'héritage d'Adèle, ce qu'elle m'avait véritablement légué, j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai racheté l'immense hôtel particulier familial, avenue Foch, ce mausolée de la puissance des Dubois. Et je l'ai transformé. Aujourd'hui, il ne s'appelle plus l'hôtel Dubois. C'est la fondation Adèle et Jean-Pierre Dubois. Les salons dorés où se tramaient les complots sont devenus des ateliers de peinture et de sculpture. La salle de bal où mon destin a failli être scellé est maintenant une salle d'exposition. C'est une résidence pour jeunes artistes sans moyens, un lieu de création, de liberté et de parole. Un pied de nez monumental à tout ce que ma famille avait représenté. Ce matin, le soleil de Paris inonde le grand jardin. Je suis là, devant un bloc de marbre de Carrare presque aussi grand que moi. Mes mains sont couvertes de poussière blanche, mes muscles endoloris par l'effort. Je sculpte. Une œuvre complexe, immense, une spirale de formes humaines qui luttent pour s'extraire de la pierre brute, à la fois belle et torturée. Une jeune femme s'approche. C'est l'une des premières boursières de la Fondation, une peintre incroyablement talentueuse venue de Marseille. Elle me regarde, puis regarde la sculpture, l'air perplexe. « Pourquoi ?» demande-t-elle timidement. « Pourquoi vous faites tout ça ? Après tout ce qu'on vous a fait, vous auriez pu partir, tout oublier. » Je pose mon marteau et mon ciseau. Je regarde mes mains, puis l'horizon de Paris qui se découpe au-delà des arbres du parc. Le médaillon d'Adèle, que je porte toujours, est froid contre ma peau. Je pense à ma mère, seule dans sa cellule. Je pense à mon père, à Mathieu, à Adèle. Je pense au pouvoir, ce venin qui a coulé dans les veines de ma famille pendant des générations. Je me tourne vers la jeune artiste, un léger sourire aux lèvres. Parce que le pouvoir, le vrai, ce n'est pas de construire un empire. C'est de décider sur quelle ruine on choisit de reconstruire. Mon visage, je le sais, est impénétrable. Ai-je pardonné ? Suis-je en paix ? Ou le cycle de pouvoir et de destruction des Dubois continue-t-il simplement à travers moi, sous une autre forme, plus artistique, plus acceptable, mais tout aussi implacable ? La jeune femme hoche la tête, même si je ne suis pas sûre qu'elle comprenne. Elle retourne à sa toile, et moi, je reprends mes outils. Le bruit du ciseau frappant le marbre résonne dans le silence du matin. Un son de destruction. Et de création.
L'héritage continue.